Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour se partager cette 8e conférence pratique dentaire de l'UFSBD. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis le docteur Xavier Breivelt, chirurgien dentiste et vice-président de l'UFSBD. J'ai le plaisir d'animer ces conférences axées sur la prévention, mais la prévention au sens large du terme, prévention thérapeutique pour nos patients, prévention des risques professionnels, prévention pour notre bien-être, prévention d'une mauvaise réputation digitale ou bien d'autres thèmes encore. Ce soir, nous allons aborder la prévention des malentendus au cabinet dentaire avec nos patients, mais aussi au sein de l'équipe. La plupart des litiges que l'on rencontre ou qui sont rapportés au niveau d'un conseil de l'ordre sont souvent liés à une mauvaise ou une partielle communication. Pour ce faire, j'ai fait appel à Marilyn Michel, qui est une assistante dentaire qualifiée, qui est formatrice, conférencière pour l'UFSBD et qui est depuis peu chargée de mission pour notre association. Alors, Marilyn, avec son sourire bienveillant, est une spécialiste de la communication qu'elle aime partager sur les réseaux sociaux avec ses différents abonnés. Et elle va nous dévoiler ce soir les clés d'une bonne communication et nous expliquer comment améliorer au quotidien l'écoute, la compréhension d'un message ou la transmission d'une bonne information. Elle nous apporte ici un condensé d'une formation de 7 heures qui vous est proposée à l'UFSBD. Donc, si cette approche de ce soir vous convainc et vous plaît, n'hésitez pas à venir vous inscrire ensuite sur le site UFSBD où vous trouverez tous les documents, inscriptions et programmes sur l'icône formation. Marilyn, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur cette formation très sympa. C'est une petite conférence où on va parler de communication au cabinet dentaire. Et le titre, il est très évocateur parce que bien sûr, c'est une affaire d'équipe. Équipe parce qu'on est amené à communiquer. La communication, c'est du praticien avec l'assistante, parfois même les praticiens entre eux si on a un cabinet de groupe. Et puis, il peut y avoir la communication entre assistantes. Et puis la communication aussi extérieure qui va considérer celle avec nos patients, celle avec nos prothésistes et celle aussi avec nos fournisseurs. Alors, la communication au cabinet dentaire, puisque on l'utilise tous les jours et puis on va être amené à bien sûr faire passer des messages, hein, c'est comment ça marche et par quoi on commence. Alors, moi, je suis très scolaire. C'est pour ça que souvent, quand on me demande un thème de communication, la première chose, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller ouvrir un dictionnaire et on va se rendre compte de certains mots qui ont justement une signification et pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, selon le dictionnaire Larousse, communiquer, c'est transmettre quelque chose, une information, un document, à quelqu'un qui prenne connaissance. Et puis, le mot qui vient du verbe latin communicare, qui veut dire à la fois partager quelque chose, mettre en commun et être en rapport avec autrui. C'est assez intéressant. Alors, transmettre, cette idée de transmission dans l'acte de communiquer, elle va supposer qu'un acteur déplace des informations vers un récepteur. Et puis, prendre connaissance, hein, toujours pareil, ça implique une intention active, envie de faire passer ou envie de passer un message. Et puis toujours, pour terminer, le mot partager, l'origine latine du mot, elle est la même que celle du mot communion, assez intéressant, ce qui peut faire penser qu'il y a une relation entre l'émetteur et le récepteur d'un message. Alors, la communication, c'est quoi? La communication, c'est bien plus que parler et on le voit de tous les jours parce que nous avons pratiquement tous un portable et on va utiliser ce moyen de communication. La communication, c'est un ensemble organisé de comportements qu'on va appeler conduite psychosociale qui va viser à transmettre une information par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une intention de communication parce que c'est cette intention qui va déterminer la forme que prendra votre discours. Toute communication, elle se déroule dans un endroit particulier qui va influencer le sens du message et c'est ce que nous appelons le contexte. Et nous, dans notre vie et dans notre quotidien, notre contexte de communication, c'est l'enceinte du cabinet dentaire.
Il existe un schéma que vous retrouvez régulièrement si vous lisez, les assistantes qui m'écoutent, elles vont revoir leur cours de communication. Effectivement, c'est ce qu'on vous met généralement en vue, c'est le schéma de la communication globale. D'un côté, vous allez avoir le cadre de référence, c'est l'émetteur qui va avoir son propre état émotionnel. De l'autre côté, nous allons avoir le récepteur avec son état émotionnel aussi. Il va y avoir une intention, c'est l'intention de transmettre un message. On voit bien que c'est transmis. Et ce message, c'est un code qui est transmis via un canal. Là, le schéma de la communication, on le voit, il est dans un contexte. Le récepteur, lui, il va faire quoi? Il va décoder ce message et par la suite, il peut y avoir ce qu'on appelle une relation entre les personnes et il va faire un feedback ou un retour et on va voir si cette personne, effectivement, elle a compris le message. Tout autour de la communication, il peut y avoir aussi des bruits et des parasites et on va voir si ces bruits et ces parasites, finalement, influent ou modifient le schéma de la communication. Alors, dans les enjeux de la communication, un des premiers enjeux de la communication, d'abord, on a bien sûr, c'est de se faire comprendre. La situation de la communication, elle est généralement interactive, parce que vous avez vu qu'il fallait être plusieurs, au moins deux, pour arriver à communiquer. Alors, un émetteur qui va renvoyer ce message, et puis le récepteur, c'est celui qui va donc le recevoir. C'est une relation qui est dynamique. Et pour qu'une bonne communication aboutisse à terme dans un climat de confiance, il faut que ça va permettre aussi, une bonne coopération des soins. Alors, Xavier, toi, en tant que praticien, souvent, quand on dit la coopération des soins, en tant que praticien, je te fais un petit peu intervenir aussi. Est-ce que toi, tu mobilises l'ensemble de ton équipe? Comment comment tu accèdes à ça? Est-ce que tu veux que ton équipe te suive par rapport à ça ou justement tu es le centre, le chef d'orchestre? Non, non, c'est un travail d'équipe, hein, donc bien évidemment, le discours que nous l'on donne, il doit être suivi, il doit être il doit être en tout cas reporté, rapporté par aussi l'équipe, que ce soit l'assistante, mais aussi la secrétaire. On sait en plus que les patients parfois n'osent pas forcément toujours toujours nous poser les questions à nous, praticiens, et qui vont se tourner plus vers l'assistante ou plus vers la secrétaire. Donc, non, c'est un message de plan de traitement, un message de soins doit être vraiment relayé par toute l'équipe. Alors, en effet, on va écouter, donc on va utiliser un canal sensoriel pour le transmettre. On va se servir par exemple du canal auditif, visuel, si on veut montrer quelque chose. On peut aussi utiliser les deux, ça va être audiovisuel. Le canal, c'est ce qui va désigner la voie par laquelle on transite l'information, tandis que le support, ça va représenter la forme du message. Le support de communication, par exemple, on peut utiliser, notamment je pense au portable, à l'outil portable, à l'outil SMS, pour envoyer un message. Parfois même, vous voyez, nous, dans les cabinets dentaires, on utilise facilement les SMS de confirmation. Et c'est un support de communication comme un email, comme une lettre ou un journal ou le téléphone. Le langage, par contre, lui, c'est le moyen de communication. Il ne faut pas mélanger le support et le moyen parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi, j'aime bien ce petit schéma. J'essaie de vous représenter parce que ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut absolument intégrer, c'est que le message, c'est toujours le sujet de la communication. C'est lui qui va donner le sens de ce qu'on veut dire. Alors, dans cet état d'esprit, d'abord, il va falloir avoir une attention partagée. Et puis, une motivation à communiquer. Qu'est-ce qu'on veut faire partager? Toujours se poser la question. Je pense aussi aux assistantes dentaires, c'est quel est l'objet du message? Parce que parfois, on s'embourbe un petit peu, notamment si on doit faire un rappel avec un patient, puis le patient, il peut avoir ses propres, on a dit l'état émotionnel, hein, il peut avoir ses préoccupations, son stress, ses colères. Et puis nous, on a un petit peu le récepteur de tout ça. Et parfois, on laisse le patient déborder. Il se déborde. Et on est au bout du fil, on n'ose pas dire stop. On ne sait pas d'ailleurs comment dire stop à ce gentil patient. Mais on a quand même
n'oublions pas, un message à lui faire partager ou à lui donner. Alors, la motivation, il ne faut pas l'oublier, il faut la mettre de côté en se disant, voilà, moi, je dois lui rappeler que demain, il doit faire le dernier règlement, par exemple, pour sa prothèse, ou je dois lui rappeler l'heure du rendez-vous parce qu'il est souvent en retard. Malgré tout, il faut qu'il y ait une attention partagée au départ. Après, on va avoir la stimulation, donc voilà, pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle la compréhension. Alors, la compréhension, on l'atteint à la fois avec le langage, avec ce qu'on va utiliser comme mot, et puis avec le ton de la voix, parce que si vous êtes très monotone et que vous descendez votre ton de voix très très bas, c'est pas la même que si vous êtes dynamique après 8 heures de cabinet dentaire. Hein. Je pense à toi, Xavier, pareil, en Non, rentrant à Paris. mais tu as raison t'as raison de le signaler. Je pense qu'en fait, il faut garder notre énergie et garder cette volonté pour pouvoir faire passer notre message. Et dans ta motivation qu'il faut conserver, je crois qu'en effet, il y a des moments où il faut savoir aussi recentrer le patient et savoir le couper un peu dans la parole pour Ne pas essayer de le éviter. ramener dans le chemin où on essaye de l'amener. Et à la fois, toujours pareil, pourquoi je mets ce petit soleil? Pourquoi je vous incite à bien comprendre, c'est que nous avons un certain contexte, parce que bien évidemment qu'au sein d'un cabinet dentaire, on ne s'adresse pas aux patients comme on pourrait s'adresser aux patients dans la vie de tous les jours. Et il y a certaines choses, je te vois sourire, mais il y a des moments où les patients vont nous confier des choses relativement, peut-être même très personnelles, et il peut y avoir des bruits parasites, il peut y avoir le téléphone qui sonne à ce moment-là, c'est juste pas le moment. Il peut y avoir des choses très difficiles à annoncer aux patients. Je pense que quand vous annoncez des fois des plans de traitement, je pense aux praticiens qui nous écoutent, effectivement, il y a un moment où on a besoin de se poser autour d'un bureau, d'annoncer un plan de traitement, peut-être des choses un peu compliquées, pas en ayant le bruit de la turbine, le bruit du compresseur, le bruit du stérilisateur ou l'assistante qui claque la porte au mauvais moment. C'est fortuit et ça ne fonctionne pas parce que le message, toujours pareil, est-ce qu'il va être bien perçu, est-ce qu'il va être bien compris? Et c'est là où on peut se poser parfois des questions sur la manière dont on a annoncé les choses. Alors, moi, j'aime beaucoup dans le contexte de C'est, je pense, communication. quelque chose de très important, Ah ça, bah parce oui, que il faut savoir que l'environnement est indissociable de notre discours. Et si quelque chose vient perturber l'attention du patient, il peut en effet perdre son attention. oui, oui. Tu as donné quelques exemples, mais moi j'en ai d'autres. Ça va être l'assistante qui va venir ranger tous les sachets dans les tiroirs. Donc, il y a le bruit des tiroirs, il y a le bruit des sachets. Ça va être le téléphone que l'on entend sonner ou l'assistante qui fait des allers-retours parce qu'elle doit répondre au téléphone. Donc, bien savoir que lorsqu'on a des messages importants, que ce soit des messages de prévention, des messages d'explication de plan de traitement, il faut être dans un environnement où il y a le moins de bruit parasite. Et puis, en effet, lorsqu'on se fait soigner, on dit bien se faire soigner, ça veut dire on attend un acte, un faire. Et dans l'idée de faire quelque chose, se faire soigner, on aimerait, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends en tant que soignante, mais je dis toujours qu'il faut comprendre que nous-mêmes, on est patients. Donc, comment on aimerait se faire soigner? Est-ce qu'on aimerait se faire soigner en ayant des gens qui passent comme ça, où on a l'impression que c'est les portes ouvertes, tout le monde peut voir ce qui se passe dans notre bouche? Ou est-ce qu'on a envie de confidentialité, on a envie de sérénité, on n'a pas forcément envie de bruit très fort, on peut avoir envie de musique, de détente aussi, parce que déjà, il faut se mettre dans l'idée que le patient, il vient dans un contexte particulier, c'est celui du cabinet dentaire, et on le sait, nous, on est porteur d'une légende urbaine, on est porteur de stress, voilà, on véhicule cette image-là, qui n'est pas forcément vraie, mais elle est dans l'inconscient collectif. Alors, toute situation de communication, elle dépend donc du contexte et on ne va pas réagir de la même manière dans une réunion de famille ou surtout dans le cadre de travail. Alors, le contexte de communication, on dit que ça recoupe les circonstances. Sans le contexte, il est difficile, voire impossible, de comprendre un message. Alors, il existe différents types de contextes que je vous ai un petit peu énumérés. Enfin, je vous ai mis sur cette diapo, vous pouvez lire tranquillement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir aussi différents contextes qui permettent aussi différents modes de compréhension. On peut avoir un niveau d'instruction différent, d'éducation, de valeurs.
On peut également avoir un contexte technologique. Hein, on ne dit pas les mêmes choses par écrit que lorsqu'on va s'énumérer à l'oral. Et puis, il peut y avoir la hiérarchie aussi. Lorsque le praticien s'adresse à l'assistante, il va y avoir cette notion aussi de hiérarchie. Et à la fois, l'assistante, elle doit peut-être aussi dire certaines choses importantes au praticien. C'est la même chose. Il y a une hiérarchie ascendante ou descendante. Donc, toujours pareil, ce contexte, il va influer dans tout ce qui est communication. Dans la communication, il peut y avoir aussi des composantes. Alors, quand on dit composantes, c'est le verbal, c'est les mots, la syntaxe, le non-verbal, la gestuelle, ça regroupe la gestuelle, les mimiques, le regard, la posture. Et puis, le paraverbal, c'est plutôt l'addiction, le ton, le rythme. Vous voyez, si je parle assez vite ou si l'inverse, si je vais parler beaucoup plus lentement, le débit, mais aussi le silence. Et c'est extrêmement difficile, on le sait, hein, Xavier. Parfois, il faut savoir, et je le dis souvent auprès des assistantes aussi, c'est bien de communiquer, en effet, mais il y a des moments pour ça. On ne peut pas communiquer tout le temps, même en ayant et surtout en ayant le patient avec nous. Parfois, il faut savoir dire les choses tranquillement, posément, parce que on va écouter ou entendre, mais pas écouter correctement. Et puis, le patient, il a besoin d'attention, c'est juste pas le moment. Et puis, les informations, elles vont être perdues dans tout cet amas de bruit de communication. Poser un silence, parfois, ça permet aussi de recueillir la parole du patient. Et évidemment qu'il y a certaines choses que le patient hésite à dire au départ. Je pense surtout peut-être aux ados aussi, parfois. Ils ont un petit peu peur du regard ou du jugement. Et puis, si on laisse poser un silence de manière un petit peu facile, parfois ils se livrent, parfois ils se confient et parfois ils vont donner peut-être des informations aussi sur leur état de santé. N'hésite pas à me couper hein, si tu veux. Et ça, oui, de toute façon, ça, on parle de la relation équipe dentaire-patient, mais c'est aussi la relation praticien vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses salariés ou vis-à-vis aussi d'autres associés ou de collaborateurs que l'on peut avoir. En effet, s'il y a un problème, si on sent que notre associé ou si notre collaborateur va pas bien, il faut aussi savoir prendre le temps de l'écouter. Et pareil, on a dans le temps la même attitude, c'est-à-dire d'empathie, d'écoute et puis d'éviter en effet des gestes ou des expressions qui montreraient qu'on n'est pas suffisamment attentif et à l'écoute de son partenaire. Alors, tu vois, dans la formation de communication non violente que nous proposons à l'UFSBD, justement, dans la première que j'ai faite, en tout cas avec grand plaisir, on était très nombreux et nous avions la chance d'être praticiens et assistantes, ce qui a permis, bien sûr, parce qu'on laisse, comme on va le faire ici, un temps d'échange pour les questions-réponses. Et ce qui est arrivé, tu as raison, c'est la communication entre praticiens. Et effectivement, parce qu'on ne le verra pas aujourd'hui forcément, parce qu'on ne peut pas tout aborder en très peu de temps, mais on aborde la notion de conflit et on essaye de trouver les pistes pour repérer les conflits, justement, et les désamorcer. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, nous avons eu l'exemple de praticiens qui avaient des conflits, non pas avec leur personnel, mais plutôt entre eux, et avaient repéré, grâce à cette formation, quelles étaient déjà les petites choses qui s'étaient accumulées tout au long de leur parcours. Alors, on peut faire des repérages, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais la chose principale, c'est surtout de ne pas couper la communication entre vous et puis de s'aménager des temps de communication. Parce qu'on a vu le rythme des cabinets dentaires, surtout avec le Covid hein, qui s'est accéléré. On a vu aussi notre afflux de patientèle, parce que les chiffres le montrent, on a beaucoup de patientèle en ce moment, et puis on a eu des personnes qui sont moins revenues, donc il a fallu refaire confiance aussi au cabinet. Donc tout ça, ça demande aussi une hyperactivité ou une activité, mais on est moins tenté de s'aménager des temps de parole. Or, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que plus on a d'activité, plus il faudrait qu'on arrive à communiquer. Alors, on revient un petit peu sur ce schéma, la communication verbale et non verbale, c'est le sens qu'on va donner, par exemple, à une conversation qui va reposer donc sur 7% sur des mots. Ça, c'est intéressant parce que quand moi, des fois, je lis des livres sur la communication avec le choix des mots.
le choix des mots, vous voyez, ça représente 7% dans les communications. 38% sur l'élocution, l'intensité, le rythme, le ton de la voix, si on a un ton très agressif ou très droit, très saccadé, ou l'inverse, très méridional, avec l'accent chantant. Enfin, je te vois sourire, mais c'est vrai. Moi qui suis sud-ouest, des fois, j'entends mes patients comme ça. Et puis, tout ça, ça va représenter le langage verbal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sens donné à une conversation, elle repose à 55% sur les expressions visuelles, expressions gestuelles, expressions du visage. Et ça, c'est le comportement non verbal. Donc, en fait, si on regarde bien ces chiffres, on peut dire que finalement, tous les messages qu'on va véhiculer, tout ce qu'on va pouvoir dire, n'est pas forcément les mots qu'on va choisir, mais en tout cas, l'ensemble, c'est-à-dire le langage verbal associé au comportement non verbal. Et surtout le comportement non verbal, puisqu'il est, en termes de pourcentage, il a plus de sens. Alors, la communication verbale, je reviens un petit peu dessus, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, il y a un récepteur, un interlocuteur qui va d'abord, son message va lui être adressé, il va être perçu. Et puis, il va être, on est bien fait, hein, le message va être épuré et filtré. Et puis enfin, le message, une fois qu'il a été perçu, épuré, filtré, il va être traduit puis interprété. Alors, il peut y avoir un décalage entre ce qui est dit et ce qui est compris. Et c'est souvent, on le voit dans cette formation communication, parce qu'on aborde les conflits. Et c'est assez drôle parce qu'on a quelques anecdotes qu'on a tous plus ou moins vécues avec justement ce qui est dit et ce qui est compris. Alors, la réponse donnée par le récepteur, c'est la garantie de ce qu'on a pu émettre. Et puis, c'est aussi la garantie de ce qu'il a compris. Alors, ce feedback, c'est-à-dire le retour, il pourra être positif ou négatif, mais en attendant, ce qu'on peut résumer, c'est que la communication globale, c'est une série de feedbacks successifs. Et c'est très intéressant parce que j'ai lu une étude dernièrement, il faudrait que je retrouve cette étude, justement, où on expliquait dans cette étude que lorsqu'on amorce ou on explique des soins ou un plan de traitement, on a tendance à ne plus faire attention au feedback du patient parce qu'on est tellement sur ce fil conducteur d'explication, plan de traitement. Alors, je pense aux assistantes aussi qui sont dans leur fil de chronologie des rendez-vous, de délai d'attente pour les prothèses ou même de remboursement ou de frais. On en oublie le récepteur, il a besoin de valider l'information. Et c'est ce genre de choses qui peuvent amorcer, effectivement, ces tout petits trucs qui amorcent les débuts de conflit ou alors peut-être une mauvaise compréhension du patient. Tu me coupes, hein, si tu veux. Ton dessin est très parlant pour le coup de voir cette dégression, Oui. cette régression du message et on s'en aperçoit bien et je pense qu'il faut savoir aussi déceler chez son interlocuteur s'il est apte à nous entendre ou pas apte à nous entendre. Parce que de toute façon, si on le sent bloqué, tout ce qu'on va lui dire, il sera pas enregistré. Et puis après, c'est aussi important de l'amener, de nous répéter. Et puis de lui demander ce qu'il en a Avez-vous compris? ce qu'il Est-ce a que c'est compris. compris? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Pareil, communication. Alors, tu vois, cette histoire de feedback successif, c'est vrai que nous, comme on est dans ce contexte de cabinet dentaire, amené à faire des soins, etc., ces petites choses comme le feedback sont des choses on oublie un petit peu, on met de côté. Communication non verbale, il peut y avoir la gestuelle. J'ai une patiente dernièrement qui m'a fait la remarque de Ah, c'est drôle ce balai là, ce balai des mains au-dessus de ma tête, alors que nous travaillons à quatre mains avec mon praticien. Et c'est vrai que nous, c'est tellement de notre quotidien qu'on en oublie que pour eux, c'est un balai des mains. Donc, une gestuelle, ça peut être important. Les mimiques faciales, la posture, les attitudes, l'apparence aussi, hein, c'est très important. On le sait pour le cabinet dentaire, pour le patient qui découvre le cabinet dentaire, il a besoin d'être assuré, d'être accueilli, voilà, d'être conforté, peut-être parfois
qu'on ait un petit peu de temps pour lui. Faire attention aussi à la proximité, on en parlait tout à l'heure, parce que le toucher, ça peut être une main rassurante sur l'épaule, mais ça peut être aussi intrusif. Il y a des gestes comme ça qui peuvent être un petit peu trop intrusifs. Pareil pour la direction d'un regard, il y a des contacts visuels avec les patients. Alors, souvent, l'assistante, elle est un petit peu en face du patient. Parfois, les praticiens sont plutôt à la tête ou sur le côté. Nous, on a souvent le regard du patient. Il ne faut pas être trop insistante en tant qu'assistante. Voilà. En tant qu'assistante dentaire, si vous avez vraiment le regard posé sur le patient, parfois, ça peut être très dérangeant en tant que patient. Et ça peut entraîner même un malaise ou quelque chose. Ces composantes, elles peuvent être à la fois des encouragements ou à l'inverse, elles peuvent bloquer le patient. Donc, il faut faire attention un petit peu à ces gestuels qui sont notre quotidien. Et une fois, j'ai rappelé, on en parlait un petit peu en communication, mais ne pas oublier que le patient est une personne et ce n'est pas un cas. Et on a un petit peu tendance à rentrer l'intérieur parce que c'est notre quotidien, parce que nous avons beaucoup de patients, effectivement, on a moins de temps de communication, mais ne pas oublier que le patient, c'est une personne et non un cas. Et c'est très important. En communication non verbale, il ne faut pas oublier que le comportement il va être dirigé par nos émotions. Et dans nos émotions, nous en avons 6 qui sont universellement identifiables. Alors la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise, ce sont les émotions qui sont identifiables. Alors le message verbal, il va prendre son sens en fonction du comportement non verbal avec lequel il est lié. Voilà, on ne va pas annoncer, annoncer quelque chose de très euphorique en faisant la tronche. On va être euphorique, mais on va être souriant, on va être plein de pêche, on va dire. Communication paraverbale, c'est quoi? C'est la partie vocale du discours. Souvent, on fait un petit peu le mélange entre le paraverbal et le non-verbal, c'est moins clair. Ça concerne ni les mots ni le langage parlé. Ça inclut un petit peu plutôt les sons. Et c'est vrai qu'au cabinet dentaire, j'ai eu la remarque aussi par une patiente il n'y a pas très longtemps des sons du cabinet dentaire avec le bruit de la roulette. Alors, ça peut être notamment très anxiogène chez certains patients qui ont cette stomatophobie ou cette phobie dentaire, ne pas oublier. Ne pas oublier que parfois, en plus, vous rajoutez de la musique, en plus, il y a le bruit du téléphone, en plus, il y a le bruit du tiroir, Xavier, que tu rentres, tu sors ton matériel. Et là, à ce moment-là, le praticien est en train d'annoncer un plan de traitement un peu compliqué. Donc, le patient, il est un petit peu dérouté par tout ce qui va être environnant. Et le message qui doit être très important, parfois sur un plan de traitement ou parce qu'une dent est un petit peu en péril, donc on va être obligé de changer son plan de traitement. Eh bien, c'est pas perçu, c'est pas compris. Parce que d'annoncer qu'on doit extraire beaucoup de dents, en général, ça passe pas bien. Ça passe pas bien, et si c'est pas dit dans le bon contexte avec peut-être aussi le côté zen, ça peut être très anxiogène d'un seul coup, se dire mais waouh, dans quoi je me dirige? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec bien sûr l'intonation des voix, puis le décrocher de téléphone. Je pense aux assistantes dentaires, c'est cabinet dentaire, bonjour Marilyn, à votre écoute. Ça va très très vite, tu as l'impression que c'est trop saccadé, limite le patient, excusez-moi, je suis bien au cabinet dentaire, parce que c'est trop monocorde. On a un petit peu tendance à le faire, je suis désolée, même moi, la première, parce que c'est un message qu'on va répéter 10 fois dans la journée. Sauf qu'à force de le répéter, on l'accélère, et parfois, le patient, il n'a même pas entendu ce qu'on a dit. Donc, poser la voix, plutôt un débit lent, ce qui n'est pas toujours facile. Je compatis, je vis cette situation aussi. Le volume plus modéré, surtout être rassurante, c'est dans l'intensité c'est pas forcément le choix des mots, c'est vraiment l'intensité de la voix pour rassurer. Alors, on peut utiliser... Bien répondre au téléphone, c'est un métier, hein. Ah, je te le dis, j'en suis convaincue aussi. Je pense que bien répondre au téléphone est un métier, un métier que les assistantes assurent. Bien sûr, Voilà. mais alors Ouais. parfois ça peut être idée, mais parfois il faut que ce soit acquis, hein. Ça peut demander une formation pour savoir bien répondre au téléphone, hein. Mais toute la communication, c'est pour ça que c'est intéressant parce que
lorsqu'on fait moi j'en fais beaucoup de formations de communication parce que j'adore ça, parce que c'est un thème, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais à chaque fois j'ai le sentiment d'en apprendre et que ce soit sans fin pour une raison, c'est qu'on communique tous et on est tous devenus, grâce au portable, des hyper communicants, alors que on a chacun son mode de communication et évidemment parfois euh, on a tendance, comme tu dis, à ne pas savoir. On pense savoir faire les choses alors qu'il faut des formations pour ça. Alors, par rapport à ça, on peut utiliser, donc on a dit le ton employé, le timbre de la voix, le débit de parole, notamment pour le téléphone. Faites attention, c'est pas évident. Parfois, les personnes ont même des problématiques. Hein. Nous, dans le sud-ouest, c'est le 5 et le 7. Ça se confond un peu, c'est pas facile. La tonalité, le volume aussi, parce qu'on a des fois, l'assistante, elle chuchote au praticien, il n'a rien compris, je n'ai pas compris. Ou l'inverse, le praticien, il dit un truc doucement, et l'assistante, hein, c'est pas non plus l'idéal. Donc, ça participe à des problématiques de compréhension, tout ça, hein, même avec le patient. Poser des silences, des pauses, des soupirs. Attention, le soupir, on va faire une endo à 18h. Voilà. Toi, tu fais ça. Nous, on fait voilà. Et puis, bien sûr, les périodes de latence entre les mots, ça peut, entre chaque mot, si on arrête un peu, parfois, ça, dans le langage, on s'arrête. Ça permet aux patients de reprendre souffle et parole. Alors, très important, donc dans la communication, je voulais souligner, c'est le décodage du récepteur qui va amener, bien sûr, le feedback, c'est-à-dire, ah oui, oui, vous avez bien compris ce qu'on fait la prochaine fois, hein. Oui, oui, j'ai bien compris, c'est un feedback, j'acquiesce, je réponds. La rétroaction, le feedback, alors moi j'aime bien ces petits personnages, ces émoticônes. Cette communication, vous avez pu le voir avec nos portables, elle a beaucoup évolué au point que nous, des fois, pour répondre à des messages, on utilise des symboliques qui sont les émoticônes. Pour dire mort de rire ou sourire ou ça me fait rire ou oh c'est drôle, vous allez utiliser un personnage avec des larmes de joie et un énorme sourire. Donc c'est une rétroaction, c'est-à-dire j'ai compris ce que tu voulais me dire, je le partage. Cette rétroaction-là, ce feedback, il n'y a pas que l'émetteur qui va pouvoir émettre un message dans une situation de communication. Le destinataire du message, il va pouvoir lui fournir ses rétroactions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, il peut opiner de la tête, il peut poser des questions, il peut réagir à l'aide de mimiques. On voit les patients qui froncent un peu les sourcils ou le praticien qui n'a pas compris ce que tu voulais lui dire. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette communication, entre ce que je dois dire, qui comporte 100% du message que je dois émettre, on va avoir une espèce de pyramide jusqu'à ce qu'on écoute. Vous voyez que ce que je dis représente que 70% du message. Le message en lui-même, c'est un petit peu en dessous de 50%, un petit peu au-dessus, pardon, de 50%. Ce que l'émetteur va transmettre, lui, c'est 100%, mais le récepteur, ce qu'il va entendre, c'est 50%. Et bien sûr, ce qu'il va retenir, c'est 10 à 30% du message final. Alors, quand on doit annoncer, je te vois opiner de la tête, mais quand on doit annoncer à un patient un plan de traitement conséquent où il va y avoir effectivement peut-être des frais, peut-être des implants, peut-être des choses non remboursées, alors tout un tas de paramètres dans l'annonciation du plan de traitement. Les patients sont un petit peu retenus sur le chiffre, parfois sur le prix, alors qu'ils n'ont pas compris les remboursements, etc. Et en plus, ils ne retiendront que 30% de tout ce que tu leur as dit. Ça amène à réfléchir sur justement ces fameux temps de pause ou réexplication par l'assistante, parce que c'est un petit Bien peu sûr. c'est un petit peu notre rôle. Et donc ça, c'est vrai aussi sur des messages de prophylaxie, sur des motivations à l'hygiène que l'on peut apporter à nos patients. Importance en effet de l'équipe qui va pouvoir répéter tous les messages ou les explications d'un plan de traitement qui pourra être donné. Et puis, ne pas hésiter, lorsque l'on revoit le patient la séance suivante, à refaire un point, c'est-à-dire
Donc là, on en est à tel, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a dit la dernière fois? Parce que ça nous permet d'éviter que l'on parte sur quelque chose qui n'avait pas été compris par le patient ou compris par l'assistant. C'est pareil que quand on forme une assistante et qu'on essaye de lui donner, de lui mettre en place des protocoles, forcément, ça nécessite aussi de revoir peut-être le lendemain, savoir ce qu'elle a retenu de ce qu'on lui a appris la veille, et puis de reprendre peut-être à chaque fois, lui réexpliquer. Avec les explications. Et puis, tu as vu, Voilà. on a vu les petits émoticônes, mais c'est valable aussi sur l'image. Quand on parle des protocoles, alors tu sais, moi j'ai pas mal formé d'assistantes dentaires. Je les incite souvent à prendre en photo les plateaux opératoires. J'aurais dit, écoutez, pendant quelques temps, vous allez vous balader un petit peu avec votre portable. Elle sera remplie de photos, non pas des gosses, mais des plateaux opératoires. Ça va être rigolo parce que c'est très important lorsqu'on revoit ensemble. Il ne faut pas hésiter à se servir de l'image parce que l'image est un très bon vecteur de rétention d'informations. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est la vérité. Il faut absolument se servir de l'image aussi comme étant un support pour amener justement, alors toi tu parles des protocoles, mais ça peut être aussi l'explication de quel produit pour tel protocole, pourquoi pas ce produit-là à ce moment-là, pourquoi un autre. Et bien sûr qu'une fois qu'on a compris les choses, eh bien, on fait beaucoup moins d'erreurs. On est amené à être beaucoup plus à l'aise aussi avec le patient, avec le praticien, toi avec l'assistante, par exemple aussi, comme le patient. Alors, dans ce schéma, j'avais envie juste de vous rappeler combien il fallait absolument aussi s'accorder quelque chose, c'était ce fait de pratique d'écoute active. Parce que souvent dans nos activités, en tout cas du cabinet dentaire, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir s'écouter parce qu'on a du bruit, on a dit, on a le patient, on se parle entre deux portes et ce n'est pas toujours évident. Écouter, ça permet d'apprendre des autres. Dans le cas d'entendre, c'est plutôt une capacité. C'est quoi la différence entre entendre et écouter? Bien, dans le cas d'entendre, c'est plutôt une capacité physique, hein, on va dire que c'est uniquement avec l'oreille. Alors que dans le cas d'écouter, c'est plutôt une capacité cognitive, donc c'est plutôt lié au cerveau. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que souvent on va entendre des informations. Un praticien qui, vous êtes au téléphone avec un patient, va arriver, va vous dire il me faudrait le Davier pour tout à l'heure. Hein, tu penses à me dire oui, oui, docteur, je vous l'amène. Et puis en fait, votre cerveau, il est déjà occupé, mobilisé par ce patient. Et puis le praticien pense que vous avez entendu, écouté même ce qu'il vous a demandé. Puis 5 minutes après, il dit qu'est-ce qu'il m'a demandé déjà? Je ne sais plus. Donc, cette écoute active, elle est nécessaire parce que l'écoute active, elle va permettre de construire un climat de confiance. N'oubliez pas, c'est une bonne coopération des soins avec le patient. Il faut que lui aussi soit détendu et soit en principe d'écoute active. Hein. C'est ce qu'on va appeler l'alliance d'ailleurs thérapeutique, pour créer l'alliance thérapeutique. Ça permet aussi, l'écoute active, de créer un environnement où tout le monde se sent en sécurité. Ça permet d'exprimer les opinions. Si, lorsque vous êtes en train de demander quelque chose d'important, je ne sais pas moi, vous avez besoin de partir un petit peu plus tôt parce qu'un de vos enfants a un examen de santé à faire et puis vous demandez ça au praticien alors que le praticien il est occupé à faire autre chose ou il fait semblant ou pas, il n'a pas le temps de vous écouter. Effectivement, ça peut amener des conflits, ça peut amener des sources de ressentiment au sein de l'équipe et puis ça va exacerber certaines rancœurs aussi. Donc, il faut toujours avoir ce sentiment-là pour résoudre aussi des problèmes. Ça permet de gagner du temps parce que vous allez préciser des informations, ça va éviter des conflits. Des patients vont vous dire ah mais moi j'avais cru que c'était 15h30. Ah bon, c'était 15h20. Ah bon, bah, je ne sais pas, moi je n'ai pas du tout compris ça. Voilà, il faut pour être sûr que les informations et le message soient bien passés, ça permet de gagner du temps. Si la personne n'est pas en train de vous écouter, ne parlez pas, attendez qu'il vous écoute quand même. Et puis, ça va enlever les malentendus. Ça permet aussi de soulager des émotions négatives. Parfois, ne mésestimons pas ce qu'on fait quand même dans la vie de tous les jours. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Xavier. C'est vrai qu'on a un contexte, le cabinet dentaire, où c'est quand même très particulier quand on est entre nous habitués à vivre tout ça. Des patients qui arrivent parfois, qui s'allongent sur le fauteuil
Et puis, c'est un moment où ils vont peut-être parfois un petit peu se laisser aller, craquer. Des fois, moi, j'ai vu dernièrement des patients craquer avec tout ce qu'ils vivent, avec le Covid, avec le stress, avec l'information. Cabinet dentaire, ça peut être aussi l'endroit où ces patients se posent pour la première fois depuis un moment. Et puis, d'être allongé, bah, ça soulage certaines choses. Et nous, on est là, on écoute. Pour la première fois, ils se sentent écoutés. Et on a souvent, moi j'ai souvent ces patientes qui me disent ça fait du bien d'être écoutée. Et ça, c'est important. Les assistantes, vous avez ce rôle-là aussi. Vous savez combien les patients vous aiment parce que voilà, ils ont tendance à se confier, à dire des petites choses. Et c'est important d'en faire le feedback aussi aux praticiens. Je pense que c'est bien ces petits moments où on s'accorde des transmissions, on partage des choses avec le praticien. Ça, je pense que c'est important ce que tu viens de dire, que ce qui est confié à une assistante doit être reporté après au Ah oui. praticien. Alors, le praticien, ça doit l'aider à la compréhension de son patient, ou ça peut être aussi une assistante qui vient parler d'une autre assistante, hein, d'un problème qu'elles ont évoqué Bien au cours sûr, du si, déjeuner. Voilà. bien sûr. Mais je pense qu'en effet, ça va aider le praticien, en tout cas, dans la relation qu'il va avoir avec l'autre. Et c'est vrai que nous, comme on est un petit peu dans ce trio, tu vois, de binôme avec le praticien, moi, je vois au cabinet dentaire, le praticien dit c'est moi le chef en rigolant, Mhm. mais finalement, des fois, il rigole avec le patient, il dit en fait, je vous dis que je suis le chef, mais c'est pas vrai, le chef, c'est C'est vous. elle. Et vous, ou alors c'est elle. Et souvent, il dit c'est le patient, le chef. Nous, vous savez, on est là que pour vous servir. Bon, on en rigole beaucoup, mais il faut toujours se dire que l'assistante, elle est là aussi pour jouer ce lien. Parfois, il y a des praticiens ont un petit peu de mal à communiquer avec les patients. Des fois, c'est l'assistante qui a du mal à communiquer aussi, hein, j'en ai vu. Et c'est vrai que faire le lien, surtout avec des patients, des fois des enfants, c'est pas facile non plus. C'est un rôle que l'assistante maîtrise bien et sympa en plus. Ça fait une petite bulle d'air parfois et ça fait du bien au niveau des patients, ils nous le disent, hein. Toujours pareil, quand on dit porter de l'écoute, alors je vous ai fait un petit schéma qui peut être rigolo ou à regarder. C'est quand même écouter des émotions, manifester de l'intérêt, montrer de l'empathie. Si la personne vous parle d'un truc grave et que vous levez les yeux au ciel ou vous regardez ailleurs, c'est pas le moment. Ça demande de rester concentré parce que des fois, il y a quelque chose d'important qui va être dit. Reformuler pour être sûr qu'on a bien compris, hein, questionner. Attendez, vous m'avez dit que... Ah, d'accord. Bon, si j'ai bien compris, on va donc... Vous savez ce qu'on va faire? On va décaler ce rendez-vous. Je vois que vous ne pouvez pas être à l'heure. Ça va peut-être soulager cette personne qui vous dit, vous savez, j'ai un problème, je suis tout le temps en retard parce que je ne suis pas... voilà, je sors à telle heure, il y a des bouchons, il y a... voilà. Il faut s'enlever ces sources de conflit, ces sources de stress en plus. Et puis, ça permet parfois aussi, notamment au téléphone, quand on a des patients qui débordent, de synthétiser le message et d'aller plus vite, ce qui n'est pas forcément facile. Savoir écouter et ou entendre. Alors, lorsque les émotions sont fortes, l'écoute, elle peut contribuer à calmer, hein, notamment avec les enfants, à soulager les émotions négatives, on l'a dit tout à l'heure, à permettre une véritable compréhension, surtout sur la résolution de problèmes. Dans les équipes, surtout les équipes de soins où on est nombreux, il ne faut pas hésiter à faire des réunions d'équipe, mais à accorder le temps de parole à chacun. Souvent, il y a une personne qui parle et les autres qui écoutent. C'est totalement néfaste parce que les personnes, elles sont... Bon, la réunionnite aiguë, elles n'aiment pas ça. Réunion pour réunion, on n'aime pas ça non plus. Il faut être logique. Donc, ce qu'on attend d'une réunion, c'est un échange, c'est un partage. Donc, chacun doit pouvoir s'exprimer aussi. Et puis, ça évite tout ce qui est résolution de problèmes. Hein, ça évite tout ça. Donc, surtout quand on fait de l'écoute active, premièrement, on n'anticipe pas les réponses. Il faut laisser tomber ce truc-là. Vous posez par terre l'anticipation des réponses. C'est totalement fortuit, néfaste, ça ne m'a pas. Euh, Questionner et reformuler pour être sûr que vous avez bien compris ce qui vient d'être dit. Ça demande de la disponibilité. Moi, j'ai pu voir ça dernièrement. J'étais chez un dermatologue avec la secrétaire qui était au téléphone, qui parlait fort, qui m'écoutait pas du tout dans mon besoin en tant que patiente. Et je me suis dit, ah là là, c'est difficile quand même d'être secrétaire, justement,
je reviens à ce que tu disais avec l'histoire du téléphone. Je disais, c'est quand même super difficile parce qu'elle a le téléphone, elle a les infos, les mails, les trucs. Et de l'autre côté, nous, on est en face, on a notre besoin de patient, on a envie d'être écouté et c'est pas évident. Voilà, donc être disponible au bon moment, c'est vraiment primordial. Environnement de qualité, des fois, auprès des assistantes, quand je faisais des cours de communication, je leur montrais des environnements un peu à la Etchebest, tu sais, dans les cuisines affreuses. Cauchemar en cuisine. C'était cauchemar au cabinet dentaire. Alors, celles qui m'ont connue en tant que prof, elles vont rigoler parce que j'en ai vu et j'en ai pris en photo avec des endroits mais affreux où tu n'as absolument pas envie de rentrer. Des bureaux de secrétaire remplis de papiers, de dossiers, un écran d'ordinateur de 27 pouces où tu ne vois même pas les cheveux de l'assistante. Le téléphone immense où tu as l'impression qu'il y a énormément d'appels en même temps. C'est vrai que ce n'est pas propice pour demander un délai de paiement ou ce n'est pas l'idéal quand tu veux décaler des rendez-vous, tu as l'impression de déranger. Donc, attention à cet environnement. Rappelez-vous l'histoire du contexte quand on a mis les petits soleils avec Xavier au début. Bah oui, effectivement, le contexte, c'est cabinet dentaire, on a envie de sérénité quand même. Donc, attention à ça. Bienveillance, montrer de l'empathie, mais les assistantes, elles sont empathiques, bien sûr, elles le sont. Et je pense que les praticiens aiment bien ça, encourager, montrer de l'empathie, surtout sur la motivation à l'hygiène. Vous êtes très forte et vous avez besoin, on a besoin de cet accompagnement dans les cabinets dentaires, dans les écoles, dans les EHPAD, tout le temps, partout, au quotidien. On a besoin d'une équipe pour remotiver les patients à l'hygiène. Et puis, se concentrer surtout sur la parole de l'interlocuteur. Quand on a dit tout à l'heure qu'il faut porter de l'écoute, si vous avez une préoccupation, mince, je n'ai pas lancé ma sté, on fait vite parce que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, il faut que je lance mon autoclave, je vais être à la bourre pour ma stérilisation. Et le patient est en train de vous demander quelque chose de très important, peut-être pour des paiements ou peut-être pour autre chose. Vous ne serez pas. En fait, l'assistante, elle n'est pas là. Elle est là sans être là, et c'est le moment où généralement l'information est importante. Donc, attention à la concentration sur la parole de l'interlocuteur et aussi, surtout, à la confidentialité. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. J'ai du mal avec ces open space ou ces grands trucs où tout le monde peut entendre. Il faut faire attention. On n'a pas envie que tout le monde entende un petit peu ce qu'on a à dire à la secrétaire ou l'assistante. Donc, faire attention ou essayer d'accorder une petite place à un moment donné pour pas que le patient se sente mal à l'aise non plus ou pas écouter, tout simplement. Quand on parlait de pas écouter, la reformulation, c'est cette aide-là qui va nous permettre de savoir si est-ce qu'on a bien été écouté du côté du patient aussi, ou est-ce que le patient, lui, il se dit est-ce que j'ai bien été écouté. Alors, la clé, c'est quoi? D'abord, j'écoute pour laisser l'autre s'exprimer, je lui pose des questions, je reformule ce qu'il vient de me dire, donc OK, et j'obtiens la confirmation qu'il a bien, de ce qu'on a bien compris, pardon. Le rôle de l'assistante dentaire dans la reformulation, ça on le sait parce qu'on l'apprend un petit peu dans nos cours, mais on s'assure de la bonne compréhension du message. Rappelez-vous le début de notre webinaire avec Xavier, on a dit que l'objet, c'était le message. Avec ce petit arbre, justement, c'est la communication, c'est s'élever, c'est un arbre, c'est une construction, mais à la fois, il faut s'assurer de la bonne compréhension du message. Structurer la pensée en mettant en ordre les idées du patient, synthétiser la masse d'informations. Parfois, ce n'est pas facile, surtout quand on doit parler de maladie parodontale, quand on utilise des mots parfois peut-être un peu médicaux ou un peu techniques, pas évident. Ça permet de ressourcer, de trouver l'essentiel. Ça va permettre aussi de relancer l'interlocuteur si on a besoin. Parce que parfois, on a des patients qui sont plutôt atones, qui n'ont pas envie de s'exprimer ou qui ont du mal ou sont timides ou réservés. C'est plus difficile, donc on a besoin de relancer. Donc, structurer la pensée par le biais de la reformulation. Et puis, ça permet de faire prendre conscience de ce qu'on a dit. Moi, j'ai eu le cas tout à l'heure, on a rigolé, où le praticien m'a demandé, au lieu de me demander l'etching, il m'a demandé carrément l'adhésif, 2 fois. Je dis donc, docteur, vous voulez l'etching? Oui, oui. Non, c'est l'adhésif ou vous vouliez, non? Ah, oui, l'adhésif. Voilà, parce qu'on est dans ce truc-là.
Et puis on se regarde, mais vous êtes sûr, docteur? Oui, oui, bah oui, c'est puis non. Alors autant en rire, bien sûr. Mais on peut stimuler la réflexion aussi, et dire, tiens, si je le redis avec mes propres mots, peut-être qu'il va mieux comprendre. Et ça, c'est important dans la motivation à l'hygiène parce que l'assistante dentaire, on a un cours, hein, Xavier, sur éducation à la santé orale pour les assistantes dentaires. On peut faire des petits ateliers d'éducation de motivation à l'hygiène, mais il faut utiliser les bons outils. Et avoir les bons outils, c'est aussi parfois dans la formation où on apprend à se servir de tout un tas de choses qu'on a mis en place, notamment l'UFSBD est quand même là-dessus très structuré avec des fiches, etc. Et ça peut permettre de stimuler des choses, notamment sur la compréhension de ce qu'on a à faire en termes d'hygiène ou de maladie parodontale, de suivi, en orthodontie aussi, tu vois, tous ces suivis. Donc, ça permet de stimuler, moi j'aime bien ce mot stimuler, parce que ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'on dit des consignes que le patient en face, il va le faire ou il a compris. Moi, j'aime bien dans la stimulation, c'est l'effet que j'ai pu obtenir avec ce message. Est-ce que j'ai obtenu quelque chose en lui annonçant ou en lui expliquant des choses à faire pour mettre en place une hygiène bucco-dentaire ou autre? Juste sur ta diapo, là, je rebondis. Tu as mis le rôle de l'assistante, mais en fait, c'est le rôle de l'équipe dentaire parce que notre Oui, rôle à nous, il est ah pareil, bah quoi. oui, On a le même lien, c'est-à-dire que dans la communication, on rejoint tout ce que tu viens de dire dans le rôle, dans les rôles. et c'est vrai que le praticien, tu vois, par exemple, je pense à ces assistantes qui font des présentations de plans de traitement, ça peut arriver. Moi, on a un Hum, hum. praticien qui nous demande des fois, bah, écoutez, Marilyn, est-ce que vous pouvez faire la présentation du plan de traitement, etc. Moi, je demande toujours au praticien comment il veut le faire. Voilà, c'est pas. Il me dit, bah, vous savez, non, non, je veux savoir comment vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez aussi? Parce que je veux que en fait, il n'y ait pas ce filtre non plus. Je ne suis pas là pour filtrer les informations du praticien. Je veux comprendre ce que lui, il veut lui annoncer comme message, la méthode ou en tout cas son schéma de plan de traitement pour être sûr de pouvoir le transmettre comme il faut à mon tour. Voilà. Être entendu, être compris, c'est être attentif aux émotions, aux signes verbaux, éviter les termes porteurs de crainte, hein, évidemment. C'est s'adapter aux patients, bien sûr. C'est répondre à des questions. Parfois, on a au téléphone et les praticiens ont aussi ce genre de choses. Les questions des patients qui reviennent en disant mais il n'a toujours pas compris ce qu'on allait lui faire. C'est vrai, ça permet de répondre. C'est être entendu, c'est être compris. Aller du général pardon, au précis, notamment sur des plans de traitement. Il ne faut jamais partir dans des termes très techniques, très pointus tout de suite parce qu'on a perdu le patient. On a perdu le patient en route. Il faut respecter aussi la décision du patient, je le dis souvent pour l'équipe. Hein. En ce moment, on a des patients qui ont peut-être des préoccupations, qui arrêtent des plans de traitement en cours. C'est difficile à comprendre. Mais parfois aussi, on a des patients qui ne veulent pas on pensait à la motivation, à l'hygiène, etc. Euh, on peut être les plus motivés du monde, les plus éducateurs, les mieux rodés, mais parfois il y a une décision, c'est celle du patient et c'est peut-être pas le moment. Il y a des moments thérapeutiques dans l'alliance, etc. Et pour ça, il faut qu'on laisse s'exprimer le patient et surtout ne pas l'interrompre pour bien comprendre et bien écouter ce qu'il a à dire à ce moment-là. Parfois, on a la clé de ce qu'il a dans la tête, dans les mots qu'il utilise. Et bien sûr, on évite le jargon médical parce que trop de jargon, alors on l'a vu avec le Covid, avec tous ces médecins qui venaient sur les plateaux télé où des fois on était un peu noyé d'informations, c'est très difficile. Et on n'est pas tous des épidémiologistes ou des infectiologues et c'est vrai que parfois ça peut énoyer la compréhension et bien sûr le message en est perturbé parce que le message n'est pas passé. Dans la communication avec la relation de soins, ça implique des protagonistes comme les patients qui sont parfois souffrants, ne l'oublions pas, parfois anxieux et aussi parfois exigeants. Ça va relier des personnes avec leurs propres croyances. N'oublions pas qu'il y a aussi les craintes et la personnalité. Dans la communication, ça va jouer. Le patient, il peut ressentir un sentiment de soumission ou de perte de contrôle. Alors notre rôle, je pense aussi à l'alliance équipe binôme, hein, c'est rassurer. Voilà, on doit rassurer le cabinet dentaire. Hein. D'ailleurs, l'UFSBD avait sorti cette charte superbe, j'adore, qu'on a au cabinet dentaire. Le cabinet dentaire est un lieu sûr, ça fait du bien de le dire. Et les patients, ils reviennent en disant, vous savez, j'avais peur au départ de revenir. Mais bien sûr, nous, notre communication, elle doit être rassurante pour que les gens reviennent avec plaisir.
Et puis, il faut trouver un équilibre entre la psychologie du patient, c'est pas facile, le contexte thérapeutique et bien sûr la motivation, parce que nous, on a une motivation aux soins derrière, on a des fois des gestes à rappeler, tu disais, il faut rappeler, et puis on a des plans de traitement à mener, on a des soins, donc voilà. Dans les fameux obstacles de la communication, alors on l'aborde un petit peu plus en détail dans la formation qu'on propose, la communication non violente. C'est vrai j'en parle un petit peu, mais vraiment je rentre en détail un peu plus là-dedans. Dans les freins à la communication, elles peuvent être liées soit au niveau de l'émetteur, des fois on a un langage qui n'est pas adapté, hein, un message qui est mal formulé, un ton, une attitude, des fois on est fatigué aussi, on a le droit. Ça peut être lié à l'environnement. On parlait tout à l'heure du bruit. Alors, tu vois, tu parlais de tes tiroirs. Effectivement, c'est pas facile. Ça peut être la collègue de travail qui rentre au mauvais moment, qui claque une porte, voilà, il y a tout un tas de personnes, de bruits qui peuvent perturber ou déranger la situation de communication. Et puis, ça peut être au niveau de la réception du message. Quelqu'un qui est préoccupé, par exemple, il est en train de se faire soigner au fauteuil et puis l'heure tourne et il doit aller chercher son petit dernier et puis il va être en retard et puis c'est pas le moment. Alors le praticien il part et puis le patient il est perturbé par autre chose. Donc attention. Et puis il peut y avoir aussi des fois de l'antipathie. Il y a des patients qui voilà, ils n'aiment pas les soignants tout court, ils n'aiment pas la blouse blanche, ils n'aiment pas les. C'est de l'antipathie tout court et puis ça bloque au niveau de la réception du message. Alors, dans les obstacles, dans les freins, d'abord, souvent, on ne parle pas de la même chose. Voilà, ce qui revient, c'est toujours la même chose. On n'a pas les mêmes cadres de référence. Pour nous, la santé, c'est notre quotidien, c'est important. Moi, je dis souvent aux assistantes dentaires, je dis, mais n'oublions pas que pour certains patients, c'est pas le centre de tout. Le soin bucco-dentaire, ça passe après. Il y a d'autres choses. On peut avoir une écoute sélective aussi, dans le sens où on va écouter plus le praticien que l'assistante. Alors nous, quand on doit rappeler les heures de rendez-vous, la série, la chronologie, il ne faut pas hésiter à noter sur un bout de papier. C'est un outil de communication, mais ça permet aussi, puisque l'écoute, elle est plus peut-être centrée sur le praticien. Des fois, c'est l'inverse. Hein. Ils écoutent plus les assistantes aussi, ça arrive. Faire attention au vocabulaire, choix des compréhensions, parce que j'ai vu ça dernièrement avec des personnes de mon entourage qui m'ont demandé de réexpliquer des soins dentaires parce que ce qu'on leur avait expliqué, ils n'avaient rien compris. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous réexplique? Ils m'ont dit, ben, j'ai pas osé. Et puis, quand j'ai demandé, ben, on m'a redit la même chose, j'ai toujours rien compris. Donc, dans la reformulation et dans le vocabulaire, prenez des fois des images simples, des choses simples qui sont accessibles aussi aux patients parce que c'est vrai que nous, c'est notre quotidien, mais pour eux, tu es d'accord, toi aussi en tant que praticien, pas toujours facile de comprendre certains termes. Attention au bruit, on l'a dit encore. Aux idées préconçues, parce que certains patients, à l'inverse, hein, on parlait de la santé qui n'était pas primordiale, il y a des patients, c'est totalement l'inverse, ils ont la santé et pour eux, l'argent n'est pas un problème parce qu'ils veulent tout mettre dans la santé, tout miser là-dedans. Donc, surtout pas d'idées préconçues là-dessus. L'apparence ne veut absolument rien dire. Hein. Le moment choisi aussi pour communiquer, c'est vrai que lorsqu'on doit se dire les choses entre praticiens, assistantes, faire un petit brief le matin, se dire bonjour, voilà, c'est juste essentiel. On est amené à travailler 8 heures par jour ensemble. On ne peut pas embrayer sur 8 heures de travail sans s'être dit au moins bonjour. Voilà, alors c'est un petit temps où parfois on partage un café, parfois on va regarder le planning ensemble, on va se dire au moins ça va, comment vas-tu? Ça participe tout ça quand vous faites, on fait une alliance, hein, on est une équipe, on travaille ensemble 8 heures par jour et parfois on a une lassitude. Moi j'ai entendu des discours d'assistantes me dire bah, je ne suis pas trop écoutée par mon praticien, on n'a pas le temps de se parler. J'avais écrit même un article là-dessus sur le temps de parole. Savoir se parler, il faut se parler bien sûr et il faut choisir le moment. Ce n'est pas le soir quand on a envie de partir ou entre midi et deux, entre deux portes, qu'on communique bien. Il faut choisir le moment pour se parler, évidemment. Et puis, faire attention aux émotions, parce que, bien évidemment, que parfois, on a des émotions qui prennent le dessus et ça va fausser. Et ce sont des freins. Nos émotions,
sont des freins à la communication. Pour faciliter l'échange, il faut éviter les sons parasites. Alors, je pense au téléphone. La musique super forte aussi, parfois à l'accueil, les musiques pour les salles d'attente, etc., c'est très, très fort. C'est perturbant, voilà. Je pense aussi aux instruments qui claquent dans le plateau. Il n'y a rien de pire que c'est très anxiogène, en fait. Ou un sachet, ou le gant qui claque. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, il y a une vingtaine d'années, le bruit qui me semblait stressant, c'était le gant, quand on l'enlevait, le gant qui claque. Voilà, vous voyez, des petits rapports comme ça. Pour faciliter l'échange, on peut faire appel au support de communication. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup, puisque nous sommes tous des gens connectés avec des portables, on peut utiliser la caméra pour montrer. Vous voyez, là, vous avez un amalgame débordant, il est en train de casser votre dent, il faut refaire un onlay. Prenez une photo, montrez-lui. Il va dire, ah bah oui, c'est abîmé, ah oui, j'ai besoin de le faire. On peut utiliser aussi des supports. Alors, je pense aux fiches de l'UFSBD, notamment quand on fait de la motivation à l'hygiène. On a des carnets qui sont très bien faits avec des smileys. Moi, je les utilise au quotidien avec nos patients. Ça fonctionne très, très bien pour faire comprendre les maladies parodontales, pour faire comprendre l'hygiène, à quel endroit le patient se situe. Et puis, ça permet aussi de ramener au message parfois la fiche. Le patient, il a entendu beaucoup d'informations, il va repartir avec à la maison. Et puis, il va rentrer, sa femme ou son mari va lui dire, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le dentiste? Ah ben attends, je sais plus. Attends, oui, alors il m'a expliqué et là, le support avec lui, il va dire, bah, tu vois, il m'a dit que j'avais une maladie parodontale, bah tiens, regarde, et on peut partager l'information avec un support. C'est pour ça que toutes ces fiches, elles sont disponibles sur notre site UFSBD, mais je vous invite à bien sûr faciliter l'échange en donnant des petites choses. Alors, je rigole un petit peu, je dis même chez les parfumeurs, on repart avec un échantillon. Alors, chez le dentiste, on repart avec un échantillon. Des fois, je dis de dentifrice ou une fiche. Mais c'est vrai que ça facilite l'échange avec le patient, évidemment. Intervenant extérieur, attention aux collègues qui passent, qui te coupent la parole au mauvais moment, c'est dommage. Et puis, être soi-même tendu, irrité. Hein, quand on a eu 3 urgences le matin et qu'on a à la 4e, on est fatigué, on doit... Il faut savoir aussi décharger, je dis souvent aux assistantes, mais ramenez pas tout ça à la maison, détendez-vous avant. Anticipez les besoins aussi. Avec les praticiens, je pense tu vois, quand on fait ces protocoles ou quand on travaille à 4 mains, moi je travaille à 4 mains au fauteuil. Pour commencer à travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais le regarder, je vais beaucoup le regarder. Et puis, une fois que j'aurai compris un petit peu sa rapidité, sa chronologie, ce qu'il a envie, je vais essayer d'anticiper ses gestes. Ça évite qu'il ait à me demander, déjà. Et puis, parfois, on a la main du praticien qui se tend un peu parce qu'il est concentré, puis il est comme ça, puis lui, il attend. Il attend les ching, alors qu'il t'a demandé l'adhésif, mais il attend les ching. Mais c'est pour ça que ça va permettre aussi, dans cette communication, à dire, ah, elle a compris ce que je voulais, ah, elle a suivi. Et ça fait effectivement, ça participe sur, bien sûr, le bien-être en entreprise. Ça évite des conflits, ça évite je t'ai demandé encore une fois, blablabla. Et puis, ça va rationaliser, on va aller beaucoup plus vite. Ça laisse la place, parce que souvent, on dit, les assistants disent, ah, j'ai pas le temps de faire ça, mais quand est-ce que vous avez le temps, etc. L'anticipation, c'est la clé de tout. Hein. Laisser la place ou le temps de faire une tâche. Je pense aux praticiens aussi qui demandent des fois beaucoup de choses à leurs assistantes. Laissez-leur le temps, juste le temps de le faire. Parce que parfois, bah oui, elles ont beaucoup de choses à faire à la suite. Et puis, l'organisation, ça s'apprend. Des fois, au début de notre carrière, nous, on n'est pas rapide. Ou alors, on n'est pas organisé. Puis, voilà, il faut laisser un tout petit peu de temps pour faire les choses. Ça permet aussi de dégager du temps, parfois pour... nous, on s'accorde une pause à 16 heures, voilà, une micro-pause de 5 minutes, mais on se l'accorde. Parce qu'on finit la journée beaucoup plus détendue. Voilà, avec une pause de 5 minutes, la journée est beaucoup plus détendue et tous les protagonistes y gagnent hein, en sourire, en accueil, en bien-être. Et puis, surtout avoir les bonnes informations en un coup d'œil, notamment quand on doit faciliter l'échange. Si vous notez rien sur le dossier patient, moi, en tant qu'assistante, j'ai tendance, dans les observations, à noter beaucoup de choses, notamment si le patient, la fois d'avant, il était stressé, préoccupé. Ça peut aider, ça peut aider. Alors, ça va aujourd'hui, comment santé? Alors, s'il a reçu une mauvaise nouvelle, vous notez, voilà,
pour revenir un petit peu sur l'échange, ou l'inverse, quelqu'un qui a reçu une très bonne nouvelle, une promotion au travail, ben, le rendez-vous d'après, vous rebondissez. Alors, ce nouveau boulot, ça va? Rien que ça, le sentiment d'être écouté, d'avoir été écouté, le patient est extrêmement heureux, se sent bien, se sent entouré, et il y a une acceptation dans le soin. C'est facilitateur, il faut dire les choses quand même. Voilà, et ça implique le patient donc dans chaque étape. Je vous conseille d'appliquer ça, hein, c'est la communication non violente, on appelle ça la communication non violente aussi, pour désamorcer tous les conflits qui peuvent être inter-équipes, qui peuvent être aussi avec le patient. Et ça, on l'aborde dans la formation parce que, évidemment, que parfois, les secrétaires, les assistantes, les praticiens, c'est des conflits avec le patient, des conflits avec l'équipe, des conflits entre assistantes, des conflits. Voilà. Et ça peut être difficile parce que c'est notre quotidien et on a besoin de décharger. Alors, comment on évite c'est quoi ce qu'on va éviter? On va éviter les ressentis. On va éviter de ne pas parler de la même chose, toujours pareil, il y a les conflits qui arrivent. Les feedbacks, surtout inter-équipe. Souvent, on ne s'accorde pas le temps de est-ce qu'elle a bien compris ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé l'adhésif. Voilà. Est-ce qu'elle a bien compris l'adhésif? Non, c'était pas ce que… Voilà. Je pense aussi à la définition des tâches. Entre assistantes et praticiens, parfois, je te vois acquiescer parce que c'est vrai qu'il faut bien définir les tâches. Alors, vous voyez, par exemple, moi, au cabinet dentaire, je fais de la motivation à l'hygiène avec les patients, mais il y a certains patients, praticiens, préfèrent vraiment que ce soit moi, et puis d'autres, celui, et puis voilà. Mais on a une définition. Dès le départ, on s'est mis au clair parce que ça facilite aussi la communication entre nous. Le matin, on fait un brief, alors on peut s'organiser. Tout ça, c'est de l'organisation. On l'aborde aussi en communication, mais l'organisation du brief du matin nous permet de savoir à quel moment je vais être là. Ah ben tiens, là, il faut que je fasse un rappel, excuse-moi, mais je ne serai pas disponible. Ou là, je vais faire la motivation avec le patient. Donc, le praticien va dire, ça tombe bien, il faut que j'appelle le prothésiste. Voilà, cette définition des tâches, c'est un partage, c'est un échange. C'est un petit peu comme un terrain de tennis où chacun se renvoie la balle, mais c'est très important, surtout au brief du matin. Voilà, c'est de l'organisation pour la journée. Ça va éviter l'ambiance de conflit, de ne pas avoir le temps nécessaire. Ah mince, j'ai pas pensé à appeler le prothésiste, c'est très important. Le praticien dans la voiture, en train d'appeler le prothésiste parce que la communication à 21h n'est pas passée. Enfin, toujours, c'est le manque de communication aussi avec le patient. Parce que, voilà, toutes ces petites choses sont inhérentes. Elles vont participer à quelque chose de cruel. Et souvent, les patients repartent avec ce truc-là, cet écueil où il a dit, finalement, je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Les méthodes de travail, tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, je l'ai repris, tu vois. Les méthodes de travail non acquises ou mal comprises. Je pense que c'est vrai que, voilà, si on n'a pas une communication fluide, si on ne revient pas, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, quand il faut dire tout à fait aux personnes, oui, revenir sur ce qui n'a pas été compris ou mal compris, ça permet, tu as raison, d'éviter les conflits. Organisation du cabinet dentaire. Alors moi, je vous conseille, je l'ai dit tout à l'heure, le brief du matin, afin de faciliter la transmission d'un message, partager ensemble et recueillir les choses, anticiper certains dysfonctionnements, vous verrez, coordonner l'équipe un petit peu, je pense à, moi j'aime bien la musique, donc orchestrer ce truc. On a autant besoin du premier violon que du piano, donc il faut orchestrer, c'est pas facile. Ça permet de renforcer les liens, parce qu'on peut rigoler aussi des mêmes choses. J'avoue, nous on rigole beaucoup, cabinet dentaire. Et puis, ça mobilise, ça motive, ça implique les gens. Bien sûr, on dit, l'assistante, des fois, elle n'est pas motivée pour le faire. Bah oui, mais il faut l'impliquer, il faut lui donner l'occasion aussi de s'exprimer, de pouvoir peut-être participer sur des échanges. Et puis, des fois, de donner des idées, parce que chacun peut porter des idées pour le cabinet dentaire. Cher Xavier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te vois. Non, je n'ai rien à rajouter. Je vous avais dit que Marine avait plein de choses à nous dire. Elle allait prolixe, elle avait plein de choses à nous apprendre. Euh, donc, Ah oui, je regarde l'heure. Oui, j'ai accéléré. c'est pour ça. Donc, je pense qu'il est en effet l'occasion de conclure. Alors, on a quelques questions quand même sur lesquelles il faut répondre. La première, est-ce qu'il est recommandé de tutoyer ou vous voyez son assistante? Alors,
moi, en tant que praticien, je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il n'y a pas de Ouais. règle absolue. Hein, je pense que c'est vraiment, vous pouvez être très très proche de votre assistante tout en la vous voyant. Donc, Ah oui, ça c'est sûr et certain. Et puis parfois le tu, c'est pas forcément un signe de proximité, on est d'accord, hein. On voilà, peut être très on est d'accord. respectueux aussi, on peut être très respectueux de l'autre en ayant le tu. Voilà, c'est Voilà. pas forcément une règle, je suis Je d'accord. pense que ça fait vraiment partie du caractère, que ce soit du caractère du praticien que du caractère de la patiente. Et ça, c'est le même problème de toute façon par rapport à un adolescent, par exemple. Est-ce qu'on le tutoie? Est-ce qu'on le vous voit? Généralement, l'adolescent, il aime bien être pris pour une personne, pour C'est presque un vrai. adulte. Donc c'est toujours, c'est à nous de ressentir les choses. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va bien voir si on va le tutoyer, est-ce qu'il va tiquer, est-ce qu'il va nous regarder un peu de haut. Je pense que c'est pareil pour l'assistante, c'est un peu au cas par cas, c'est à nous C'est de un peu juger au les cas choses. par cas, et comme j'ai dit, Ça va dépendre du caractère. ouais, c'est pas parce que l'assistante elle tutoie le praticien qu'elle va lui manquer de respect. Parfois, c'est l'inverse, c'est vraiment une alliance même. D'ailleurs, les binômes se tutoient, ceux qui sont vraiment très fusionnels ont tendance à se tutoyer, mais justement parce qu'il y a ce côté très proche, on se dit les choses, mais on ne se manque pas de respect, toujours Voilà. pareil, bien sûr. Alors, face à des praticiens, le propriétaire du cabinet dentaire employeur et son collaborateur qui sont non communicants, que faire? Ils fuient les discussions, ne parlent pas aux réunions organisées, partent dès le premier patient parti. Alors, D'accord. je pense que là, l'assistante a un rôle, un rôle important qui pourrait Alors, il ne faut faciliter. pas oublier que nous avons, en qualité de salarié, je reprends ce que dit souvent Patrick Bonne, hein, je vous invite à suivre les conférences Dr Bonne parce qu'elles sont bourrées d'échanges aussi sur ce soit le document unique ou toutes ces choses de mise en place, d'organisation de cabinet. Il y a pour le salarié notamment les échanges obligatoires, hein, tu sais, ces moments où Oui. on est censé avoir une discussion aussi avec le praticien, les évaluations. Bon, c'est peut-être le moment où l'assistant, tu as raison, elle peut dire les choses, dire gentiment, docteur, j'aimerais bien qu'on apprenne à plus se parler. On n'est pas obligé de se rentrer dedans non plus. On peut se dire les choses gentiment en disant, j'aimerais qu'on ait un petit peu plus d'échanges. Ou on peut commencer aussi par mettre un vecteur de communication écrit. Moi, j'ai eu ça avec un praticien étranger. J'ai travaillé avec un praticien espagnol qui avait un peu de mal au début avec la langue française, mais qui se débrouillait très bien, mais qui avait un petit peu de mal. Alors, on avait mis en place le cahier de transmission parce qu'il était plus à l'aise à l'écrit, ce qui était très bizarre, plus qu'à l'oral. Et progressivement, bah, ça nous a amené à avoir plus de discussions, c'est vrai. Au départ, c'était le cahier. Alors, une question d'assistante encore. J'ai une collègue qui est assez susceptible et qui peut s'énerver assez vite. Oui, Si on fait une remarque sur le travail, nous sommes assistantes toutes les deux. Je oui, pense qu'elle a un peu de mal, comme je suis la plus ancienne, au niveau de la hiérarchie, à oui, entendre des remarques qui sont dites oui, avec tact et diplomatie. oui. Elle est de plus souvent en retard, déconcentrée, etc. Comment faire au niveau communication, s'il vous plaît? Alors, moi, Mais je j'ai pense- plein de clés à vous donner dans la formation de communication non violente parce qu'on aborde un petit peu ça, justement, la susceptibilité, l'émotion, la psychologie. Je vais répondre par une question à une question, tant pis, désolée. Mais souvent, posez-vous la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette susceptibilité? Qu'est-ce qu'on met en péril? Qu'est-ce qu'on met en doute? Voilà, vous verrez, c'est très simple. Et rassurez-la. Et après, venez me voir en MP. Non. J'ai bien répondu, Xavier. Ouais, ouais, ouais. Bon, un problème avec le RAC 0, certains patients sont de même persuadés que leurs soins sont gratuits. Comment leur faire comprendre que ce n'est pas le cas? Euh, Là, je pense que ça passe vraiment par le dialogue et l'explication que le RAC 0 s'impose à certains types d'actes, mais pas à tous les actes. Et de toute façon, le discours que vous allez avoir, c'est un discours qui va se retrouver aussi sur la CPM, qui peut expliquer aussi que le RAC 0 s'applique que sur un certain type d'acte, mais pas sur tous les actes. Et tu as raison parce que, notamment, je pense à la communication qui a été faite par rapport à ça par les médias. N'oubliez pas que vos patients sont également des mobinautes, ils ont le portable à la main et quand ils veulent une information, si le message n'est pas bien
exprimé, compris, ou si on n'a pas bien participé à le diffuser, regardez, les conflits arrivent au cabinet dentaire. Et ça, je le comprends tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir des temps de parole, il va falloir apprendre aussi à parler aux patients avec, comme tu dis, pédagogie. Moi, j'appelle ça de la pédagogie, de l'éducation. Parce que les patients, ils vont lire un truc, nous, on en a eu au cabinet dentaire, qui nous dit, ah, mais j'ai lu qu'il y avait ça. Et Oui, ou nous, alors ça peut être aussi quelque chose qui a été mal perçu par la presse à la télé, mal entendu. Voilà. Donc, voilà, bon, ça, je pense qu'il faut juste bien pédagogie. expliquer. Et de toute façon, ces informations-là, si à la rigueur ils doutent de ce que vous dites, n'hésitez pas à les rediriger vers justement des sites comme la CPAM ou des sites Bien reviennent. sûr, voilà, faut s'appuyer de l'officiel. Après, faut pas hésiter non plus Alors, on parlait de la reformulation, mais ça, c'est très exactement ce qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que demander au patient d'exprimer ce qu'il a compris, la manière dont il l'a compris. Et vous allez vous rendre compte que lui-même, il va se mordre un petit peu, Ouais. mélanger les pédales. Ah, mais Euh, si, mais j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Et c'est là, justement, quand je vous disais de faire reformuler. Vous pouvez faire reformuler le patient. ouais, Et ouais. vous allez voir, il aura lui-même pas très bien compris la chose. Et c'est là où vous allez reprendre la main en disant, ah, vous voyez, vous n'avez pas très bien compris. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Nous, on s'est fait aussi des tableaux à la main, des choses simples, avec des dessins parfois, pour pouvoir expliquer facilement aussi aux Mm. patients. Parce que voilà, on a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, on a préparé des dessins faits à la main, tout près, et on utilise ça. Voilà. Très bien. Alors, on peut être encore disponible un tout petit peu. Si vous avez d'autres questions, vous les postez sur le Q&R qu'il y a en bas à droite de votre page. Moi, je retiens donc, si on doit conclure, voilà, je te laisse conclure. Alors, le message, c'est toujours le sujet de la communication. Rappelez-vous de ce qu'on doit faire passer, parce que parfois on s'embourbe avec d'autres choses et on oublie de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est le message que vous devez faire passer. Explorer le point de vue du patient et se soucier de sa compréhension. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on allait lui faire, ce patient? Expliquer avec des mots simples. Ça permet de construire une relation avec un comportement non verbal approprié. Attention à vos gestuels aux gants qui claquent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut perturber. La répétition aussi de l'information permet de mieux la mémoriser. Tu le disais très bien hein, tout à l'heure, Xavier, quand tu as dit parfois il faut dire plusieurs fois les choses pour que ça rentre. N'oubliez pas d'utiliser ça, la répétition, pour être sûr que c'est bien construit, c'est bien perçu par le patient. Organisez-vous, l'organisation, c'est planifier, coordonner, puis pour les assistantes, anticiper les choses. Mais aussi, et j'aime bien ces mots-là, informer, impliquer, vérifier et toujours encourager. Encourager, alors on parlait de ces assistantes collègues, les anciennes, vous avez un rôle de mentor, mais rappelez-vous aussi que vous avez été jeune assistante avec vos doutes, jeune étudiante avec vos craintes. Alors, encourager, montrer le chemin, c'est pas toujours faire des réprimandes, ça peut aussi féliciter quand c'est bien fait. Alors, c'est vrai que quand c'est pas bien fait, il faut savoir le dire, mais ça s'apprend hein, de dire tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu le récap de ce qu'on a pu se dire. On pourrait parler des heures, hein, mais venez nous voir en formation CNV, vous allez vous régaler, surtout sur le conflit. Vous allez voir, c'est pas mal. Très bien. Et bien, la chose aussi que moi je retiens, c'est qu'il n'y a pas que ce que le message vocal que l'on apporte. Hein. On a vu hein, qu'il était retenu qu'à 35%, donc il y a quand même tout un environnement, tout un environnement à ce message. Entre ce que j'ai dit et ce que tu as compris, c'est ça? Voilà. Oui, oui, tout à fait. Entre la déformation et la perdition de ce message. Donc, ceux qui veulent euh, participer à cette formation que Nous Marilyn proposons, propose, oui. n'hésitez pas, il faut aller vous inscrire sur notre site ufsbd.fr. Vous allez avoir le programme, la formation qui vous seront proposés. Donc, n'hésitez pas. Hein, Je d'aller. tiens à dire que cette formation est ouverte aux praticiens aussi, comme aux assistantes. Et nous avons eu sur la première session justement que nous avons fait, on a eu la chance d'avoir des secrétaires, des assistantes et des praticiens, ce qui a permis un échange relativement prolixe.
Et oui, on a parlé un petit peu aussi des anecdotes que nous pouvions ressentir les uns les autres, parfois même des conflits et des choses difficiles à vivre. Oui, oui, tout à fait. Une question, comment réagir face à l'agressivité récurrente des patients, plus exacerbée en cette période Covid, et à quel moment savoir faire intervenir le praticien? Donc ça, je pense qu'on y a pas mal répondu. Je l'aborde, en fait, cet effort de, tu sais, de formation que nous avons fait sur la communication, euh, pour l'avoir moi-même vécu, et puis vous le savez parce que je suis formatrice, mais je suis aussi assistante dentaire dans la vie, hein, je fais les deux. C'est aussi pour ça qu'on a lancé cette formation, c'est parce que l'agressivité des patients était montée, était crescendo, et nous avions des demandes dans ce sujet. Donc, oui, je vous invite, si j'ai un seul mot à vous dire, c'est je vous invite à vous former par rapport à ça. Parce que l'agressivité, c'est quelque chose qu'on va ressentir, mais il ne faut pas mésestimer les effets du stress sur le corps humain. Hein. Notamment, on a aussi une formation l'UFSBD sur le stress, hein, tu vois, avec le Oui, prenez docteur. soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Il s'appelle Prenez soin de vous parce que je pense qu'aujourd'hui, le métier que nous faisons en équipe est très anxiogène, très stressant. Donc, effectivement, prenez soin de vous, formez-vous parce qu'il y a des techniques pour justement avoir moins d'emprise ou désamorcer l'agressivité. Parce que l'agressivité, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un quotidien, c'est vrai. Alors, une dernière question, c'est comment dire au patient qu'il est en retard sans qu'il le prenne mal? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que, bon, bah, vous avez différentes méthodes. L'idée, c'est quand même de lui présenter son retard, que son retard va influer sur La soit qualité des soins et puis les le, soins, soit qu'il va être plus la court, séance. ne pourra pas être fait, ou alors que ça va décaler les rendez-vous qui vont suivre. Donc ça, je pense qu'il est important de lui montrer. Après, ça rejoint tout ce qu'a dit Marilyn, c'est-à-dire il faut faire attention au ton qu'on utilise. On peut utiliser parfois l'humour Ah oui, si, oui, oui. vous êtes... Ça permet de désarmer l'humour, hein, voilà. ça Et, désamorce les et, choses. et donc, bon, ben voilà, après, ça reprend toute notre conférence, c'est-à-dire que c'est essayer de comprendre pourquoi il a été en retard, parce que Le si pourquoi. il y a eu vraiment un problème, essayer de trouver les solutions. Puis en attendant, il faut quand même exposer le problème, et puis voir avec lui comment on peut améliorer ça. Tu vois, moi j'ai tendance à dire que le pourquoi, il n'est pas très important, mais le comment. Moi, D'accord. tu vois, je prends souvent l'idée du comment vous pouvez. Alors, je tourne toujours la chose suivante. Quand le patient est trop en retard, je dis, bon, comment je peux faire pour vous avoir à l'heure? Et ça, avec, tu vois, un grand sourire, le patient me dit, Exactement. ouais, ah, mais je suis en retard. Oui, vous êtes toujours en retard. Alors, dites-moi, comment je peux faire pour vous avoir à l'heure? Est-ce que c'est tôt le matin, tard le soir? Et des fois, on a la clé, on a le patient qui vous dit, ouais, vous savez, ouais, vous avez raison, il faudrait que Bon, écoutez, on va changer les heures de rendez-vous. Pour moi, ça ne m'arrange pas. Et voilà, on a souvent des clés comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés, d'avoir participé à cette conférence. Elle sera disponible en replay dès demain sur notre site ufsbd.fr. Donc, n'hésitez pas à la revoir si vous voulez retrouver des informations, à diffuser le fait qu'elle soit disponible en replay pour pouvoir la consulter. Voilà. Je vous souhaite à Voilà. tous une bonne soirée. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ouais. Au revoir. Salut Xavier. Salut.